Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire entendre sa voix, enregistré en direct dans le cadre de la journée Genre, Éducation et Numérique, organisée par l'équipe ICT le 29 avril 2026 à l'INSPE d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de réfléchir ensemble à une question à la fois éducative, sociale et profondément citoyenne, celle des cyberviolences, de leur lien avec les rapports de genre, avec les inégalités sociales, avec les processus de socialisation des adolescents, mais aussi avec la manière dont les espaces numériques se reconfigurent aujourd'hui, les relations, les appartenances et les vulnérabilités et les formes de violence. Alors on parle souvent dans les réseaux sociaux de faits divers, d'inquiétudes, de tentatives d'interdire. Mais pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut regarder plus finement les pratiques des jeunes, les rapports de domination qui les traversent, les effets des outils techniques, des conditions concrètes de l'exposition à la violence et la manière dont l'école et les adultes peuvent accompagner sans simplifier. C'est précisément ce que permettent les travaux de nos trois invités. Donc, dans un premier temps, nous allons les entendre se présenter comme chercheuses, leur parcours, leur objet de recherche, leur méthode, leur terrain et les grandes questions qui structurent leur travail. Puis, dans un second temps, nous ouvrirons une discussion commune autour de 4 grandes questions transversales. Merci d'être avec nous. Faire entendre sa voix. ICT, la web radio empirique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 chercheuses dont les travaux se complètent de manière particulièrement éclairante. Nous recevons d'abord Amira Kéré-Derivois, enseignante-chercheuse à Aix-en-Provence. Nous accueillons également Margot Déage, maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes. Et enfin, nous sommes avec Omara Sansengudo Moreno, actuellement chargée d'enseignement à la Haute École pédagogique de Vaud. Merci donc à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Amira, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices comme chercheuse. Dans vos travaux, qu'est-ce qui vous semble particulièrement important quand on travaille sur l'adolescence aujourd'hui, et qu'est-ce que cette période de la vie permet de comprendre des tensions contemporaines autour du lien social, de la construction de soi et du rapport aux autres? Merci beaucoup d'abord Perrine et merci à Julien de m'avoir invité à réfléchir ensemble sur une thématique majeure au cœur des préoccupations actuelles du domaine éducatif, politique et aussi de santé publique, puisque le sujet de la violence dans l'espace scolaire, éducatif, numérique, croisé à la violence liée au genre, touche sérieusement la santé physique et aussi mentale des trajectoires de vie. Donc je parle de la santé mentale et des trajectoires de vie, puisque je suis enseignant-chercheur habilité à diriger les recherches en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université d'Aix-Marseille, au laboratoire de psychologie clinique, de psychopathologie et de psychanalyse. Et je suis également psychologue clinicienne, où je travaille notamment auprès d'enfants, d'adolescents et de familles. Mon parcours de psychologue et de chercheur a commencé de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, pays où j'ai grandi, où j'ai effectué ma formation universitaire jusqu'à l'obtention du titre de psychologue, puis de parcours de recherche. Et puis ensuite, j'ai poursuivi ma trajectoire en France, d'abord à l'université Lyon 2, où j'ai effectué ma thèse sur les violences chez les adolescents en difficulté scolaire. Et puis en 2015, j'ai été nommée comme maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, où je poursuis mes travaux, dans lesquels la question de l'école constitue un axe majeur de l'expérience subjective de l'école, donc à l'interface de l'intime et du public, du psychologique et du social et du culturel. En 2024, j'ai soutenu mon habilitation à diriger les recherches à l'Université Sorbonne Paris-Nord, avec un travail autour de la marge, de la résilience, questionnant la créativité à l'épreuve des espaces psychiques, scolaires et sociaux. Donc mes travaux autour de l'adolescence s'articulent principalement concernant la question du traumatisme, de la résilience dans les sociétés en crise. Et puis le deuxième axe est celui de l'école, donc c'est celui que je vais davantage développer dans mon propos, même s'il y est
même s'il est lié au premier, puisque j'interroge l'expérience scolaire dans des situations parfois extrêmes, ou des catastrophes collectives ou des sociétés en crise, même si elles sont des sociétés qui ne traversent pas les guerres. Parfois, il y a des crises qui peuvent être plus subtiles, des crises de sens notamment. Donc mes travaux sur les problématiques scolaires portent sur une lecture, en tout cas c'est une tentative, une lecture des problèmes de l'école aujourd'hui, où les adolescents et les professionnels, mais aussi les familles, font de plus en plus face à des figures multiples de souffrance et de désaffiliation. Je travaille notamment sur la question de la violence, du harcèlement explicite, mais aussi des violences symboliques. J'interroge la question de la marge, de la transmission dans la relation éducative, donc du lien enfant-adulte, adolescent-adulte, et puis l'expérience subjective du parcours scolaire et les résonances avec le climat social, politique, souvent traumatogène, de plus en plus dans nos sociétés. Donc je m'interroge comment les enfants et les adolescents se construisent aujourd'hui dans un monde qui devient exigeant, très changeant, et avec des élargissements des possibles aussi, et une société en mutation et qui présente aussi beaucoup de violences par les médias, des violences dans le climat. Pour donner quelques exemples de travaux de recherche que j'ai menés ces dernières années, j'ai coordonné notamment une recherche-action sur la prévention de la violence et du harcèlement scolaire en milieu scolaire, et c'était en partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille et l'association École des parents et des éducateurs d'Aix. J'ai une autre recherche en cours, plus spécifique, donc une recherche-action auprès de mineurs non accompagnés avec l'ADAP 13 à Marseille et les professionnels qui les accompagnent. Et c'est une recherche qui essaie de penser les discontinuités des parcours, les effets des trajectoires traumatiques et du discours dans la société d'accueil, dans le parcours post-migratoire de ces adolescents. Et ce sont des parcours où l'école a une importance toute particulière, puisque l'école est obligatoire et constitue aussi un droit pour tous les mineurs sur le territoire français, et non pas uniquement pour les mineurs français. Et donc l'école constitue un enjeu vraiment d'existence, l'enjeu d'un ancrage dans une nouvelle société et dans les institutions pour ces jeunes. Et il y a aussi une place importante dans le numérique pour ces jeunes migrants, puisqu'ils constituent un facteur de socialisation, mais parfois, souvent, même un vecteur de maintien du sentiment de continuité avec leur parcours antérieur et avec tous les risques aussi que cela contient. Donc je travaille avec une approche principalement clinique, donc de la psychologie clinique, mais je m'appuie aussi beaucoup sur d'autres approches de disciplines comme l'anthropologie, la sociologie et plus généralement les sciences de l'éducation. Dans mes travaux, à travers une approche clinique du symptôme scolaire contemporain, dans des formes différentes, l'école est présentée comme un miroir de la société et les enfants et les adolescents comme témoins et messagers des crises contemporaines. Je propose d'aborder la complexité de l'expression des symptômes scolaires contemporains avec des concepts comme celui du roman scolaire, donc la manière avec laquelle on s'inscrit dans sa trajectoire scolaire sans rupture avec la trajectoire personnelle, individuelle, familiale, sociale. Je m'appuie aussi et je propose le concept de citoyenneté interne. Justement, j'interroge ce qui est en jeu dans l'intériorisation des éléments de citoyenneté, dans le sentiment de se sentir citoyen, qui est le socle finalement qui permettrait l'authenticité du comportement citoyen et qui ne limite pas la citoyenneté à un ensemble de comportements ou de valeurs à partager, mais c'est vraiment l'appropriation subjective et l'articulation de ce sentiment de citoyenneté à son identité propre. Donc ces deux propositions permettent d'interroger, de penser la place des adolescents à l'école, dans la famille et dans la société, ainsi que les résonances de ces milieux dans la psyché de l'adolescent et son devenir citoyen. Aujourd'hui, dans
Dans la société, dans la recherche scientifique, on le voit, l'école est considérée comme souvent un lieu potentiel de souffrance, d'inquiétude, voire de danger. Et ce danger est dédoublé par les espaces numériques et les nouvelles formes de médias. Cela touche les adolescents, mais aussi la communauté éducative. Mais l'école est avant tout un espace de vie où les jeunes passent du temps, apprennent, grandissent, cherchent des repères, de la constance, échangent et se confrontent aussi à l'altérité, et parfois malheureusement au défaut d'altérité. À l'heure des réseaux sociaux, des intelligences artificielles et de la banalisation des violences, nous devons porter une attention particulière et globale aux enjeux psychiques et sociétaux de l'école. Donc, dans mes travaux et dans ma pratique, je suis très vigilante et j'invite à une vigilance face au risque d'essentialisation de certaines populations. Par exemple, les migrants, les femmes, les minorités de genre, etc. Parce que nos grilles de lecture, quelles que soient nos disciplines, quand bien même neutres, bienveillantes ou positivement discriminantes, peuvent renforcer l'essentialisme, la mise à la marge et les clivages existants dans la société et leur violence symbolique. La recherche et la scientificité n'épargnent pas du risque de tomber dans une forme d'impérialisme des concepts parfois, comme on peut le voir dans différents domaines. Et je prends ici l'exemple de certains usages du concept de résilience, qu'on a souvent en psychologie, mais beaucoup aussi en sciences humaines et sociales, qui est utilisé parfois par excès dans des contextes de grande vulnérabilité, que ce soit dans des sociétés en crise, des écoles en situation précaire, des contextes humanitaires ou des quartiers dits populaires. Donc c'est une exigence éthique. Il est nécessaire de déconstruire et de maintenir la réflexion sur la base du doute, de la curiosité, de l'humilité, pour ne pas tomber dans les écueils aliénants d'un pragmatisme possible et de la simplification qui s'exprime parfois de nos jours, en tout cas de plus en plus dans les constats que je fais, entre autres avec beaucoup de collègues, qui s'exprime donc par ce qu'on peut constater sur le terrain comme des guides pratiques, des solutions à des problèmes, des façons de faire, des formes de recettes pour résoudre des problématiques. Donc prendre en compte la complexité et l'humanité de chaque situation aux dépens de l'efficacité et de la productivité me semble relever d'une mission transversale du métier de chercheur, d'enseignant-chercheur, et puis de tous les métiers de l'éducation et de l'accompagnement, si on est engagé dans la transmission et dans la déconstruction. Merci beaucoup. On voit déjà à travers votre présentation combien peut-être la question des cyberviolences ne peut pas être pensée seulement du côté des usages, mais aussi du côté du lien social, du rapport à l'autre et de la subjectivité, et notamment effectivement d'un point de vue de la citoyenneté. Alors je vais poser la même question à Margot DH. Pouvez-vous vous présenter comme chercheuse? Quels sont les objets qui structurent votre travail de recherche? On sait que vous travaillez sur la jeunesse, le genre, mais aussi les trajectoires scolaires. Comment ces différents objets sont articulés dans votre parcours? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, je suis maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Grenoble et je suis chercheuse dans le laboratoire LARAC, le laboratoire des recherches sur les apprentissages en contexte. Et je forme par ailleurs les futurs enseignants et CPE, notamment à l'INSPE, voilà, notamment à cette question de repérage et de prise en charge des violences en milieu scolaire. Donc tout au long de mon parcours d'études, je travaillais en parallèle à mi-temps dans différents établissements de la maternelle au collège. Et lors de ma dernière année de master, en 2015, on pouvait proposer un projet de thèse. Donc je me suis inspirée de ce que j'observais dans mon poste d'assistante d'éducation, notamment de cette jeune fille qui se réfugiait souvent au foyer socio-éducatif parce qu'elle avait envoyé un nude et pendant 2 ans, elle a été harcelée à cause de ça. Et par ailleurs de la théorie des réputations qui était enseignée par Pierre-Marie Churvin à Sorbonne Université. Et donc, en alliant ces questionnements,
j'ai pu décrocher un contrat doctoral en 2016 qui m'a permis de réaliser une thèse sur le genre des mauvaises réputations au collège et les risques de violence qui en découlent. Donc pendant 2 ans, je me suis rendue chaque semaine dans 4 collèges de région parisienne que j'avais retenus pour leur diversité sociodémographique et sociogéographique aussi. Et concrètement, je passais du temps avec les collégiens pendant la récréation, pendant les heures d'études, sur le temps du midi. Parfois, j'assistais à leurs cours. Et j'y étais connue comme la meuf des interviews. Et ces adolescents me racontaient l'évolution de leurs relations, les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Au total, j'ai interrogé environ 150 collégiens. Une centaine d'entre eux a accepté d'ajouter mon compte de recherche sur Snapchat ou sur Instagram, ce qui m'a permis de prolonger mon ethnographie en ligne. En complément, j'ai pu interroger des personnels de l'éducation, mais aussi des membres d'associations comme e-Enfance ou Stop Ficha, qui n'était pas encore Stop Ficha d'ailleurs, et puis également le PDG France de Snapchat. Donc je cherchais à comprendre à la fois comment les normes de genre et les usages numériques des jeunes pouvaient engendrer des violences en milieu scolaire et notamment du harcèlement. Donc cette thèse m'a permis d'aboutir à 2 grands résultats. Premier résultat, sur les réputations. Bon, déjà, la réputation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la synthèse des jugements à l'égard d'une personne. C'est un phénomène communicationnel. Et pour les collégiens, la question de la réputation est particulièrement importante parce qu'ils sont à un âge de la vie où ils n'ont pas encore de statut social. Donc, dans la vie d'adulte, on sait comment se comporter avec les gens parce qu'ils ont un métier, parce qu'ils ont une situation familiale, et ça nous donne des indices de ce qu'on doit faire, alors qu'au collège, on se juge essentiellement sur son apparence, sur ses fréquentations. Et ce qui était intéressant, c'est quand je demandais aux collégiens si quelqu'un avait une réputation dans l'établissement, ils pensaient systématiquement à me signaler une mauvaise réputation. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est que les dynamiques relationnelles entre les jeunes reposent donc sur ces logiques de réputation, mais que ces réputations, elles sont radicalement polarisées selon le genre. Donc une mauvaise réputation, pour une fille, elle a des effets négatifs. Elle l'expose à davantage de violences. Les violences sont perçues comme méritées parce que cette fille a transgressé les normes de genre. Par exemple, elle est trop proche des garçons, elle est trop séductrice. Et à l'inverse, pour les garçons, la mauvaise réputation, elle a des effets positifs. Elle le protège car les adolescents vont le respecter ou le craindre pour son attitude transgressive, le fait qu'il défie les règles des adultes ou multiplie les conquêtes amoureuses, par exemple. En somme, la réputation, elle est polarisée entre les figures de la pute, pour les filles, et celle du caïd pour les garçons. Par opposition, les garçons qui sont perçus comme efféminés, c'est un mot utilisé par les collégiens, sont suspectés d'homosexualité, eux vont être sanctionnés pour ne pas tenir les rangs de la masculinité viriliste. Et les autres garçons s'en prennent à eux pour prouver qu'eux ne sont pas faibles et qu'ils appartiennent à cette communauté d'hommes. Pour autant, les réputations, elles ne sont pas automatiques. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas toucher toutes les filles en couple, par exemple, ou tous les garçons qui vont être dociles vis-à-vis des enseignants. Elles peuvent naître d'un délire, donc d'une forme de mécanisme collectif qui est relativement inconscient. Par exemple, on va se moquer d'une élève au départ parce qu'elle a un sac à roulettes. Et au fur et à mesure, on se moque de l'élève pour elle-même, parce que c'est elle. Et donc, on oublie l'objet initial de l'hilarité. Ou alors, ces réputations, elles peuvent se former de manière stratégique, délibérée. Un adolescent va décider, et ça c'est leur mot, de faire une réputation, de sortir un dossier contre une personne avec laquelle elle est en rivalité ou bien une personne qui l'a trahi. Donc ce dossier peut prendre sous 2 conditions. Il doit être à la fois plausible, vraisemblable, et crédible. Donc son auteur doit être suffisamment intégré au groupe pour que la rumeur prenne. Quand la rumeur se cristallise en réputation, l'élève se retrouve isolé. Et donc, quand on regarde par traitement statistique, on se rend compte que l'isolement, le fait d'avoir peu d'amis, eh bien, c'est un des premiers facteurs d'exposition au harcèlement. Et voilà. Donc, un point important,
c'est que la rugosité de ces réputations, elle dépend aussi de caractéristiques sociales. Par exemple, dans les 4 collèges que j'ai étudiés, il y avait systématiquement, quand je demandais donc qui a une mauvaise réputation, il y avait un gros consensus pour désigner une même personne entre les élèves. Et il se trouvait que ces personnes étaient systématiquement des filles d'origine catégorie populaire et qu'elles étaient souvent associées au stigmate de la beurette. Donc ici, on a à la fois des formes de classisme et de racisme qui se jouent dans les logiques réputationnelles. Donc la réputation de ce que j'ai appelé des chèvres et mystères, puisque ce sont des filles en général, était invoquée par les autres pour relativiser leur propre transgression. Ah mais regardez, moi, c'est pas grave par rapport à ce qu'elle a fait. Donc ces jeunes filles, elles étaient dans des véritables formes de carrière déviante qui pouvaient s'accompagner par du décrochage scolaire notamment. Deuxième résultat, les réseaux sociaux jouent un rôle ambivalent. Les usages de Snapchat et Instagram pouvaient d'un côté permettre aux jeunes de développer une intimité relationnelle qui leur était difficile à construire en présentiel. Ils étaient beaucoup plus actifs dans les conversations privées que dans les publications. Ces chats leur permettaient d'échanger avec des élèves du sexe opposé, d'entretenir des relations amoureuses, mais aussi de se rapprocher des élèves dénigrés par leurs camarades en public et sans craindre, cette fois-ci, la réprobation du groupe. Donc la désinhibition que les écrans permettaient facilitait le fait de se confier, par exemple, ou bien de demander pardon. Seulement, dans ces espaces, ils pouvaient aussi se rendre vulnérables, d'autant plus qu'à cette période de la vie, les relations sont particulièrement instables. Les adolescents renouvellent plus d'un tiers de leurs relations tous les 6 mois, comme l'a montré Timothée Chabot dans sa thèse. Très conscient des risques liés aux cyberviolences, mais avec une très faible confiance dans la capacité des adultes à les aider, les adolescents étaient séduits par les garanties apparentes offertes par Snapchat. Le primat de la conversation privée, les limitations du moteur de recherche, les messages qui disparaissent par défaut, les captures d'écran notifiées. Seulement, ça, c'est des apparences, des garanties apparentes, et donc les adolescents mettaient en place plein de stratégies pour contourner ces protections et mettre à mal les élèves. Et puis cette application aussi, elle permettait de faire des flammes. Donc les flammes, c'est des petits émojis qui symbolisent le nombre de jours d'échange de snaps, donc de photos ou de vidéos, ininterrompus. Cette fonctionnalité pouvait faire office de marqueur affectif ou de métrique de notoriété, et il n'était pas rare que les jeunes partagent leur mot de passe pour entretenir les flammes en cas de déconnexion. Or, ce mot de passe était la clé d'accès à des archives conversationnelles, à des archives multimédia. Et en cas de rupture relationnelle, cet accès pouvait faciliter la constitution et la diffusion de dossiers très vraisemblables pour faire la réputation des jeunes et inciter le réseau à lui afficher de mauvais traitements. J'ai soutenu cette thèse en 2020. Donc là a commencé le jeu des contrats postdoctoraux et je me suis trouvée à travailler sur les trajectoires scolaires, chose que je ne vais pas développer ici pour perdre le fil, mais c'est dans un coin de ma tête. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de tisser ce lien entre les parcours scolaires et les violences, mais ce n'est pas encore fait. Et donc, 2 ans plus tard, le Centre Hubertine Auclair, le Centre francilien pour l'égalité entre les femmes et les hommes, a publié un appel à projet pour réaliser une nouvelle enquête sur les violences de genre. Donc la 2e édition de l'enquête qui avait mené Sigolène Couchot-Chiex sur le cybersexisme, qui était paru en 2016. Donc l'objet de l'étude était double, à la fois documenter la circulation des violences entre les espaces présentiels et numériques et démontrer l'existence d'un continuum de violences qui exposerait différentiellement les élèves selon leur position dans l'ordre du genre.
Donc l'ordre du genre, c'est un système de normes où le féminin et le masculin sont conçus comme des catégories binaires, complémentaires et hiérarchisées, érigeant la masculinité virile en position dominante. Ce cadre, il est hétéronormatif, les relations hétérosexuelles sont envisagées comme les seules convenables. Dans ce cadre, les violences de genre agiraient comme des sanctions contre toute déviance à l'hétéro-cis-normativité, donc la menace qu'elles font planer viendrait discipliner les femmes, les minorités de genre et les minorités sexuelles en les poussant à éviter certains espaces, par exemple certaines conduites, certaines formes de visibilité. Donc nous avons décroché le financement du centre avec l'agence Enclic et j'ai pu poser toutes les questions que j'avais imaginées pendant ma thèse à près de 4000 collégiens et lycéens franciliens dans 14 établissements différents. Concrètement, nous avons repris 18 questions du questionnaire du ministère de l'Éducation nationale, notamment sur les violences, victimations physiques et sur les victimations psychologiques. Et nous avons ajouté 11 questions, dont certaines étaient inspirées de l'ancienne étude, sur les violences sexuelles, en particulier susceptibles d'être facilitées par les outils numériques. Donc, par exemple, la réalisation forcée d'images sexuelles, la sextorsion, le vol et le montage d'images intimes, les raids et le stalking. Nous sommes heurtés à une difficulté, parce qu'on nous demandait de travailler sur la LGBT-phobie, mais on n'a pas eu le droit de poser la question sur l'appartenance sexuelle. Donc nous avons contourné le problème avec une question sur l'outing, le fait qu'on ait dit d'un élève qu'il était LGBT+, même si cela n'était pas vrai. Donc nous avons ainsi créé des catégories d'assignation identitaire, les filles assignées LBT+, et les garçons assignés LGBT+. Donc les résultats sont assez édifiants. 85% des élèves déclaraient avoir subi au moins une forme de violence au cours des 2 premiers trimestres scolaires. 43% avaient subi au moins une forme de violence sexuelle. 78% au moins une forme de violence psychologique. Et 61% au moins une forme de violence physique. Les filles étaient de loin les premières cibles des violences sexuelles et psychologiques. Et les garçons étaient de peu, c'était 3 points de pourcentage d'écart, les premières cibles des violences physiques. Mais c'est pour les élèves LGBT+, que les chiffres sont les plus alarmants. Les filles assignées LBT+, étaient 78% à déclarer avoir subi au moins une victimation sexuelle. Les garçons assignés LGBT+, 69%. Ils n'avaient presque aucune chance aussi d'échapper aux victimations psychologiques, puisque 96% des filles assignées et 93% des garçons en ont rapporté au moins une. Et de la même manière, ils étaient surexposés aux victimations physiques. 86% des filles et 88% des garçons en ont déclaré. Donc sur ces violences, 88% des violences étaient perpétrées par des mineurs, par des élèves. 78% des auteurs étaient des garçons. Donc on est bien dans une logique de violence de genre, même si elle n'est pas nécessairement verbalisée ou conscientisée par les élèves eux-mêmes. On ne va pas dire à quelqu'un « je m'en prends à toi parce que tu es une fille » ou parce que tu as été assignée LGBT. Les minorités de genre et sexuelles ainsi que les filles sont surexposées à des violences principalement commises par des garçons. Et ce constat est aussi vrai en ligne, et je finirai avec ça, puisque donc on a trouvé que 36% des violences observées ont lieu en ligne, et ce sont aussi les garçons les premiers responsables. Merci beaucoup. Perdre ses flammes, c'est terrible. Merci. Alors, ce qui ressort très fortement, c'est que la violence ne se comprend pas seulement à partir des contenus échangés, mais aussi à partir des hiérarchies sociales et des normes qui organisent les relations entre les jeunes. Omara, à votre tour, j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Quelles sont les grandes lignes de votre parcours? Vos recherches croisent des questions de cyber-haine, de socialisation numérique, d'altérité, d'intersectionnalité. Comment en êtes-vous venu à ce type d'approche et qu'est-ce qui vous y a conduit scientifiquement? Merci. Alors moi, j'ai commencé ma formation universitaire, j'ai commencé par ça, donc les champs de la pédagogie en 2006,
avec une licence en pédagogie à l'Université de Murcia, en Espagne. Donc, je travaille en Suisse, je suis espagnole d'origine. Je pense que ça s'entend. Et donc, très tôt, dans ces parcours, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment particulièrement dans la pédagogie, c'était cette dimension sociale. Donc, la manière dont les individus apprennent, interagissent et se construisent vraiment en tant qu'individus dans une société. Et donc, tous ces agents de socialisation qui rentrent en jeu. Donc, j'ai enchaîné par la suite avec un master en psychologie de l'intervention sociale. Ça peut ressembler peut-être bizarre de suivre le master en psy en ayant une licence en pédagogique, mais en tout cas, à l'Université de Murcia, c'est faisable. Et donc, c'est durant ces formations que j'ai eu vraiment l'opportunité de suivre un module consacré concrètement sur la question genre. Et ce module a été vraiment un véritable point de bascule pour mon parcours. Dans ce cadre, j'ai réalisé mon mémoire de master sur la question de la tenue vestimentaire, concrètement sur l'uniforme scolaire, et plus précisément sur cette différenciation des vêtements imposés entre filles et garçons, dont notamment l'obligation de porter la jupe pour les filles et les pantalons pour les garçons. Et donc, j'ai mené une enquête quantitative auprès des élèves entre 8 et 9 ans. Et beaucoup de filles expliquaient qu'à l'école, effectivement, elles préféraient porter un pantalon pour des raisons de confort, pour pouvoir jouer librement. Mais elle expliquait aussi qu'avec les pantalons, ça éviterait certaines situations gênantes, comme par exemple lorsqu'elle devait être asseoir pour pas être en train de penser qu'il y a la culotte peut-être qui peut se montrer, ou le moment de monter les escaliers avec la crainte qu'il n'y a pas un collègue qui va soulever sa jupe. Mais je peux aussi constater une intériorisation assez marquante des normes de genre, alors même qu'elle exprimait une préférence pour les pantalons dans les cadres scolaires, plutôt dans ce contexte sportif ou des mouvements du corps. Elle disait majoritairement préférer la jupe, par contre, pour des occasions sociales, comme par exemple les anniversaires des copains, des copines, ou les sorties entre ses collègues. Donc, c'est un travail qui m'a permis de voir très concrètement comment les normes de genre s'incarnent très tôt dans ces pratiques quotidiennes, donc souvent de manière implicite, et comment elles structurent certains choix et comportements dès l'enfance. Donc, après ce master, j'ai intégré les services d'orientation pédagogique à l'Université de Murcia, au sens de l'unité d'attention à la diversité, avec une double casquette. J'étais conseillère pédagogique dans un premier temps pour les étudiants et étudiantes universitaires en ayant des besoins éducatifs particuliers, et aussi collaboratrice scientifique. Et donc, c'est à ce moment-là où le numérique est venu dans mon parcours. Et ça, à ce moment-là, c'était plutôt sur l'aspect technique, parce qu'on s'intéressait à comment rendre tous les dispositifs numériques à disposition, notamment la plateforme de l'université ou d'autres supports techniques qui puissent être accessibles à l'ensemble des étudiants et étudiantes universitaires à l'Université de Murcia. Donc là, c'était assez intéressant. Et donc, pour répondre à ces questions de pourquoi la cyberhaine, pourquoi la socialisation, les genres, l'altérité et l'intersectionnel, donc beaucoup de concepts. En fait, en 2015, j'ai décidé d'aller en Suisse. Et puis, après avoir pris les Français et avoir cette opportunité de pouvoir postuler à des postes en lien avec ma formation universitaire, j'ai rejoint la Haute École Pédagogique Vaud comme assistante doctorante pour réaliser une thèse en co-tutelle entre l'Université de Nice avec la direction de Catherine Blaya et aussi l'Université en genre sous la direction de Delphine Gardet. Donc une thèse que j'ai finie récemment, en 2024, et dans laquelle on s'intéressait, le sujet central, c'était la cyberhaine. Et en fait, quand j'étais engagée, et puis notamment en discutant avec ma directrice Catherine Blaya, on s'est dit, en fait, elle m'a proposé d'approfondir une base de données quantitatives qui avait été
récoltées au sein d'une enquête à l'international, mais moi je m'intéressais sur la volée française, sur les réseaux YouGids Online. Parce qu'en fait, voilà, il y avait quelques résultats généraux et puis elle m'a dit, étant donné ton parcours et ton intérêt sur la question genre, ça serait intéressant peut-être d'approfondir cette différence d'expériences qui ont été de manière descriptive constatées dans les premiers résultats obtenus de cette étude YouGids Online. Et donc je me suis appropriée de cette information-là et en fait, ce qui était intéressant, c'est de constater que de manière générale, c'était plutôt les filles qui déclaraient être la cible des propos, des commentaires indésirables, d'être victimes lors de son utilisation du numérique. Mais par contre, quand on s'intéressait à la cyberhaine concrètement, et il faut savoir que ces concepts-là étaient abordés dans l'étude, dans une approche de Catherine Blaya concentrée sur la haine à caractère raciste, xénophobe et à l'encontre des religions d'appartenance. Donc il n'y avait pas la question genre, mais c'était vraiment sur ces questions de racisme et xénophobie. En fait, c'était plutôt les garçons qui déclaraient être victimes ou de recevoir des commentaires ou des messages à ces propos-là. Donc, je me suis dit, c'est intéressant, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on s'intéresse au racisme, c'est les garçons qui déclarent ça. Et à ce moment-là, on a décidé, j'ai proposé surtout privilégier cette approche genre et approfondir ces profils un peu hétérogènes en tenant compte de l'approche intersectionnelle. Donc, j'ai eu l'opportunité de trouver des informations sur les caractéristiques ethnographiques et des informations de ces jeunes-là qui ont pu participer à cette étude. Et donc, j'ai pu ressortir 4 variables sociodémographiques, donc le sexe, l'âge, l'ascendance que j'ai classée entre ascendance française et ascendance migratoire, et aussi une variable en lien avec la situation des handicaps. Je l'ai appelée situation de vulnérabilité parce qu'il rassemblait beaucoup de cités indicateurs, donc qu'ils soient en situation de handicap ou des troubles, ou bien aussi avoir des difficultés d'apprentissage. Donc, une fois que j'ai privilégié cette approche méthodologique intersectionnelle, et voilà, j'ai pu quand même justifier mon approche quanti pour traiter la question de l'intersectionnalité avec cette approche intercatégorielle, que c'est, comme on va dire, un premier point de départ et statistique pour poser un peu les données quanti qui permet de dévoiler une réalité plus complexe des expériences des jeunes que si seulement on regarde que cette bicatégorisation filles et garçons. Donc, au niveau des résultats, à savoir que parmi ces profils, donc en étant victime dans la cible des propos haineux, aussi auteur-autrice, et exposés, donc les gens qui sont exposés à des contenus haineux en ligne. Je me suis focalisée uniquement sur les profils des exposés et des victimes, parce que voilà, au niveau des données quantitatives par rapport aux auteurs-autrices, il n'y en avait pas suffisamment des résultats pour pouvoir approfondir ça au niveau statistique. Et au niveau de l'exposition, je pourrais souligner comme résultat intéressant le fait que si on tenait en compte que la variable sexe, entre vous êtes exposé ou pas à des contenus en ligne, il n'y avait pas de différence significative. Donc, on ne voyait pas une différence d'expérience d'exposition entre filles et garçons. Par contre, quand j'ai introduisais dans les variables, j'introduisais la variable d'ascendance, que ce soit française ou migratoire, c'était intéressant, c'est-à-dire que
à ce moment-là, la variable sexe n'avait plus de signification et c'est que chez les garçons d'ascendance migratoire qu'on trouvait une association significative avec cette exposition des contenus haineux. Donc en gros, c'est-à-dire que ce sont plutôt les garçons mais appartenance issus de l'immigration, avec une ascendance migratoire, qui sont statistiquement plus exposés à des contenus haineux. Et voilà, après, ça reste dans mes réflexions en faisant le lien avec la littérature, parce que malheureusement, je n'ai pas pu interroger personnellement pour creuser, approfondir plus son expérience subjective. Mais c'est vrai que l'utilisation du numérique, les plateformes, les pratiques, jouent un rôle assez important, notamment les jeux vidéo, que ce sont des pratiques numériques les plus sexuées. C'est principalement les garçons qui en font usage. Et ça pourrait expliquer pourquoi les garçons sont plus exposés à des contenus haineux en ligne, parce que dans cette plateforme, dans ce dispositif des jeux, il y a une forte production et diffusion des propos et des contenus haineux à caractère raciste. Et puis, au niveau des profils, voilà, c'était assez intéressant, c'est-à-dire une fois qu'on tient en compte pas seulement les sexes, donc on va approfondir ces profils des filles et victimes, plus on ajoutait des catégories, donc ascendance migratoire et en plus la variable de la vulnérabilité, donc difficulté d'apprentissage notamment, on voyait une explosion des pourcentages de ces filles qui déclaraient avoir été la cible des propos haineux. Donc, de manière générale, voilà, ça c'est ce que je retiens, avec notamment cette approche de la sociologie critique des usages, de tenir en compte vraiment cette utilisation du numérique qui soit située dans leur pratique, dans leur appartenance à un groupe socio-minoritaire qui peut effectivement éclairer ces réalités qui sont assez complexes. Et puis aussi, ça permet aussi de présenter en fait que c'est pas une réalité qui est uniquement dans laquelle ils sont exposés, qui est les filles, en faisant cette différence, cette catégorisation filles et garçons. Chez les garçons aussi qui appartiennent à des groupes socio-minoritaires, on voit aussi des situations assez complexes, notamment pour des garçons d'ascendance migratoire et aussi en ayant des difficultés d'apprentissage dans lesquelles il y a une forte exposition à être la cible malheureusement des propos haineux. Et bien évidemment, c'était des jeunes âgés des 13 pour ma thèse. Concrètement, j'ai raccourci la tranche d'âge, mais des 13 à 17 ans, donc on va dire en âge de scolarisation, donc tout l'aspect de l'école qui joue effectivement un rôle, un jeu là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu ce que je retiens par rapport à ma thèse, qui est vraiment sur les champs de la sociologie, avec ses mentions études de genre. Et depuis que je suis à l'HEP, une fois que j'ai fini ma thèse, j'ai eu l'opportunité de continuer là en tant que chercheuse d'enseignement. Et donc maintenant, mon intérêt, c'est de pouvoir adapter tous ces contenus de la recherche de contenus théoriques à la pratique enseignante, parce que voilà, je suis exposée à ces étudiants et étudiantes en formation. Donc, comment rendre accessible ces questionnements-là pour pouvoir, par la suite, pouvoir faire quelque chose avec les élèves, notamment en termes d'éducation à la citoyenneté numérique, et aussi voilà, au niveau de l'altérité, le respect à l'autre, tout ce qui relève des capacités transversales à travailler avec les élèves. Donc c'est un peu mon enjeu, mais la finalité pour laquelle je suis à la HEP. Merci beaucoup. Encore une fois, avec votre présentation, on voit bien que les risques numériques ne sont pas à penser de manière uniforme. Ils sont traversés par des inégalités, les appartenances, les ressources et donc les vulnérabilités aussi, selon les différentes situations.
Merci beaucoup pour vos présentations à toutes les trois. Alors, vous avez chacune présenté vos recherches et à travers elles, on voit une manière singulière de regarder les mondes adolescents et numériques. J'aimerais commencer cette table ronde par une question simple. Quel est, selon vous, le principal malentendu ou la principale idée reçue que vos travaux obligent à déplacer ? Autrement dit, est-ce qu'on comprend mal aujourd'hui dans le débat public ou éducatif ? Est-ce qu'on comprend mal quand on parle de cyberviolence, de réseaux sociaux, d'adolescents ? Quels sont les premiers contresens ? Je peux y aller si vous voulez. Moi, ce que mes recherches m'ont invité à questionner, c'est cette centralité dans le débat public de la notion de harcèlement. Parce que, voilà, on s'y intéresse depuis les années 2010 et depuis, c'est comme si tout était devenu harcèlement. Donc, pour faire un point, le ministère considère, du point de vue statistique, qu'il y a un élève harcelé, c'est un élève qui a subi de manière répétée 5 types différents de victimation, qui sont des victimations psychologiques. Donc, le fait d'avoir été exclu, d'avoir été humilié, d'avoir reçu des surnoms, d'avoir reçu des insultes, et des victimations physiques, donc le fait d'avoir subi des coups, des bousculades, des jets de projectiles, etc. Et donc une telle définition, elle rend surtout visibles les violences qui sont commises entre garçons, mais elle laisse dans l'ombre des violences qui touchent en premier lieu les filles et les minorités de genre et les minorités sexuelles. Donc sur le plan pratique, ça a des conséquences. Parce que, par exemple, dans le programme phare, on va ériger en solution quasi universelle cette méthode de la préoccupation partagée. Donc, l'idée qu'on va essayer de placer l'auteur présumé de violence dans un rôle de résolution de la situation. Mais est-ce que cette approche, elle peut marcher dans le cas, par exemple, d'une agression sexuelle ? A priori, ce n'est pas tout à fait pertinent. Pourtant, les agressions sexuelles qui n'étaient pas mesurées pendant longtemps, elles concernent quand même 18% des élèves dans notre enquête, donc il faut faire quelque chose aussi. Donc le malentendu principal pour moi, c'est de parler de harcèlement comme s'il s'agissait d'un problème unique, d'un problème homogène. Le terme aujourd'hui, il est largement galvaudé. On a des parents qui vont prendre rendez-vous avec le ou la CPE dès la première insulte. Et puis aussi, on a des personnes qui interviennent, qui témoignent dans les médias en disant « Bah voilà mon harcèlement, alors on m'a recouvert d'un bidon d'essence. » Et puis on m'a menacé avec un briquet. Et donc derrière le même mot, on va couvrir tout le continuum des violences, de l'outrage à la tentative d'homicide. Pourtant, d'un point de vue pénal, ça n'a pas du tout le même sens. Donc on aborde sans nuance et sans degré ces violences. Donc pour être plus précis, il faudrait déjà parler de harcèlement au pluriel, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, et surtout avoir à l'esprit que la violence ne se limite pas au harcèlement. Il existe de nombreuses autres catégories juridiques pour caractériser les violences, notamment en ligne. Et c'est pas parce qu'une violence n'est pas répétée qu'elle n'est pas grave. Donc le problème de fond derrière tout ça, c'est la banalisation, le fait qu'on perçoit ces violences comme normales, qu'on ne voit pas le mal. Le traitement médiatique qui contribue lourdement à brouiller les pistes parce qu'il se focalise de manière sensationnaliste sur les cas les plus extrêmes, les cas qui conduisent au suicide. Or, heureusement, la plupart des cas de harcèlement ne se terminent pas ainsi. Donc, résultat des courses, dans les cours de récréation, pour discréditer un élève qui se plaint, on va dire « Oh, ça va, tu vas pas te suicider ». C'est des choses que j'ai entendues régulièrement sur mes terrains. Et puis aussi, il y a ce terme de micro-violence, des petites violences soi-disant, mais des violences qui quand même alimentent la culture du viol. Donc, micro-violence, violence quand même. Attention au terme. Donc voilà, pour faire la synthèse, 2 écueils dans le débat public, à mon sens. On n'utilise pas les beaux mots et on se focalise sur les cas extrêmes. Or, même pour un cas d'outrage, par exemple, ça mérite une réaction immédiate parce que toute inaction, elle va autoriser à commettre davantage de violences.
directement. Oui, alors par rapport aux principaux malentendus, je dirais c'est des malentendus, mais c'est aussi des défis pour nous, pour réfléchir, avancer. J'avais pensé à 2-3 malentendus et défis. Le premier serait la question de la classification, du trop de classification, de cloisonnement. Le deuxième serait la place qu'on donne ou qu'on ne donne pas d'ailleurs aux auteurs de ces violences. En conséquence, justement, en cloisonnant victime, auteur, être du bon ou du mauvais côté dans cette histoire. Et puis le troisième point serait peut-être autour de l'adolescence elle-même, parce qu'on n'est pas adolescent partout de la même manière. Et avec les réseaux sociaux, ça se complique, puisque les adolescents dans le monde ont accès aux informations sans limite et à différentes façons d'être adolescent et de choisir en quelque sorte de quel côté se positionner par rapport à cette question des violences. Alors, peut-être pour déplier un peu tout ça, même si les recherches prennent en compte la complexité, la multiplicité des contextes et des facteurs, sur le terrain, moi personnellement, j'ai été de nombreuses fois confrontée au cloisonnement dans les pratiques ou dans la nomination ou dans la façon de traiter les problèmes, par exemple dans les formations, les interventions qu'on peut faire auprès de professionnels. Ce cloisonnement, il peut être institutionnel, il peut parfois refléter un planning, des lignes budgétaires, des orientations politiques du moment très concrètes, et peut amener les professionnels à adopter malgré eux, ou par manque de temps, ou par simple respect du cadre et des lignes, à produire ces mêmes cloisonnements. Donc les problèmes liés au harcèlement, ou bien au numérique ou aux violences, ne peuvent être abordés que lors d'une journée de travail là-dessus. Ou sur l'inclusion, ou sur la migration, ainsi de suite. Donc parfois, on est confronté dans le milieu professionnel à des expressions, des raccourcis qui peuvent être interrogés, comme ça à entendre, former les enseignants au harcèlement, former les enseignants à la radicalisation, au handicap. Les choses sont présentées comme si, à l'image de ces catégories définies, les enfants, les adolescents étaient formés des groupes distincts et homogènes par rapport à chaque problématique. Et concrètement, peu de liens sont faits sur le terrain entre les différentes problématiques. Et donc les dispositifs d'intervention ou de prévention tendent à résoudre des situations, à proposer des solutions pour éradiquer un phénomène et sur des arguments scientifiques ou des protocoles validés à juste titre. Seulement, au contrôle des variables échappent souvent les dimensions liées à la complexité, à l'authenticité des situations humaines. Et les mécanismes de catégorisation font que le traitement des problèmes à l'école est souvent basé sur une forme d'hyper-technicité, de l'expertise, qui va tendre à supprimer le problème. Donc souvent en essayant de l'écarter, de résoudre la situation, en écartant le coupable, notamment quand il y a un coupable désigné, sans le penser dans sa globalité, sans penser non plus les non-dits comme les questions de racisme, de migration, de diversité, d'égalité, qui sont traités de la même façon, donc comme des dossiers classés dans des tiroirs différents. C'est peut-être un peu exagéré et caricaturé de ma part, mais dans la réalité, c'est souvent quand même le cas. Donc les logiques de domination et de soumission continuent d'exister, s'amplifient dans le silence et dans les non-dits, et se déplacent d'un sujet à un autre, d'une actualité à une autre. Les supports de violence varient, mais la violence, elle reste la même. Donc un des effets des traitements par le cloisonnement des problématiques est la fragilisation de l'école dans ses missions qui, paradoxalement, devient de plus en plus vulnérable et poreuse à ces problématiques-là. Donc elle peut reproduire ces mécanismes sociétaux et sociopolitiques même qui s'invitent dans cet espace éducatif. Or, sans la prise en compte de cette part de complexité, de singularité et d'authenticité, il résulte encore des clivages dans les attitudes et les postures éducatives.
des conflits internes et des injonctions paradoxales. La violence symbolique que peuvent induire ces clivages entre les problématiques peut impacter les adolescents qui ont besoin d'être reconnus, soutenus dans leurs doutes, dans leur construction identitaire, et peut donc les pousser dans des espaces d'insécurité, justement pour expérimenter, chercher. Et dans ces espaces d'insécurité, il y a l'absence de regard et de la reconnaissance de l'environnement, parfois un regard stigmatisant qui peut être réducteur. Ça peut aussi les pousser dans des espaces d'ambiguïté, d'appartenance, d'identité, de direction, et parfois même dans des espaces de marge, mais là, la marge peut parfois aussi être salutaire et libératrice. Je l'avais développé notamment dans mon dernier livre, Le sens de l'école. Si on reprend spécifiquement l'exemple du harcèlement dans les espaces scolaires ou dans les espaces numériques, avec les liens entre les deux, la manière dont il est souvent traité institutionnellement, socialement, politiquement, notamment aussi par le vecteur médiatique, on voit bien comment les logiques de quantification et de marginalisation sont présentes à travers la réponse collective qui est souvent standardisée par le clivage et la projection et cette boucle de violence qui s'alimente des solutions proposées. Le sujet harcèlement relève lui-même les dernières années d'un déchaînement médiatique, numérique, massif et réducteur qui n'épargne pas le regard des professionnels de l'éducation, mais aussi les professionnels de soins, et qui affecte beaucoup aussi les parents. Donc se situe ici la violence de la catégorisation elle-même et l'illusion de l'accompagnement. Plus les solutions proposées par les décideurs, le gouvernement, par les institutions, plus ces solutions proposées sont tranchantes et bruyantes, ça fait effet, plus elles donnent l'illusion d'éliminer le problème et les souffrances qui vont avec. Or, ce n'est pas parce que le phénomène est traité ponctuellement au sein de l'établissement ou sur une page Internet qu'il ne se poursuit pas par ailleurs dans d'autres espaces. Et ce n'est pas parce qu'il est traité sur le moment, résolu, que ses effets à moyen et long terme sont aussi traités. Je prends à titre d'exemple ce qui s'est passé en 2023, la décision de Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, avec le décret qui illustre la décision, l'orientation est ferme d'exclure, de sanctionner le coupable. Alors cela témoigne des clivages. Sanctionner le désigné coupable dans un circuit qui peut être aseptisé, ok, mais le risque, c'est d'oublier l'enfant, l'adolescent, qui est à comprendre, à éduquer, à soigner, à accompagner. Or, pour qu'un jeune soit capable d'une telle cruauté, il faudrait qu'il soit lui-même dans une grande détresse qui nécessite, avec et au-delà de la sanction, d'être reconnu et pris en main. Donc, un enfant, un adolescent auteur de violence doit avant tout nous interroger parce que la haine exprimée est souvent signe de souffrance vécue, de violence subie, en tout cas, de quelque chose qui nécessite d'être pris en main, pris en compte. D'ailleurs, les études montrent que les auteurs de violence, de harcèlement, de cyberharcèlement ont souvent été victimes et qu'ils présentent aussi des vulnérabilités psychologiques, d'ailleurs assez similaires à celles qu'on trouve chez les victimes. Donc c'est quelque chose qui nécessite, à mon sens, d'être vraiment interrogé. Comment, au-delà des catégories, considérer ceux qui sont acteurs de ces violences-là, leur donner une place parce que ce sont aussi des enfants, des adolescents qui sont en train de se construire et ils peuvent aussi intérioriser cette identité d'auteur, là où la question qui se pose sur le moment, c'est une question qui peut être transitoire, contextuelle, qui peut aussi être révélatrice d'un besoin d'être accompagné, d'être considéré différemment. Alors, moi, je dirais les regards qu'on porte sur les pratiques numériques des jeunes, notamment en termes de compétences.
Donc, les jeunes seraient soit vulnérables et inconscients dans leur pratique, soit au contraire totalement compétents parce que natifs du numérique. Donc, voilà, la réalité, voilà, malheureusement, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Parce que voilà, les usages du numérique ne se limitent pas à une question technique proprement parlant, ils sont profondément marqués par ces normes sociales et notamment les normes de genre qui vont orienter les manières d'interagir, de se montrer ou encore de prendre aussi la parole en ligne. Dans ma recherche, ce que j'ai pu constater, c'était cette danger d'homogénéiser les pratiques et les risques notamment. J'ai eu l'opportunité d'approfondir justement ces pratiques dites à risque, concrètement les contacts et les interactions avec des inconnus. Parce que, voilà, dans un premier temps, c'est une pratique qui est assez généralisée auprès des jeunes parce qu'ils trouvent quand même quelques bénéfices en termes de capital social, de curiosité, de divertissement. Voilà, ça leur apporte beaucoup des avantages. C'est pas une question de méconnaissance des risques parce qu'ils les savent très bien, mais ils font un peu la part des choses. Et puis entre les avantages qu'ils peuvent m'offrir et les inconvénients, ils préfèrent de se lancer. Par contre, ce que j'ai pu conclure, c'est que, en tout cas, j'aime pas parler des pratiques à risque, mais c'est vraiment... donc, c'est pas la pratique qui est à risque en soi, mais que ça va dépendre de la personne qui l'exerce. Parce qu'en pouvant justement croiser ces variables, genre, appartenance, ascendance française migratoire et d'autres variables socio-démographiques, je peux constater que le fait de parler et d'échanger avec des inconnus en ligne n'avait pas de conséquences pour être victime de cyberhaine ou exposé à des contenus haineux pour des jeunes qui appartenaient à ces groupes sociaux majoritaires, donc garçons d'ascendance française, sans vulnérabilité, sans difficulté d'apprentissage, mais que par contre, ces pratiques-là, lorsqu'ils sont exercés par des jeunes appartenant à des groupes socio-minoritaires, les pourcentages augmentent en termes de victimation. Donc voilà, de nouveau, revenir sur cette idée que ce n'est pas la pratique en soi qui est à risque, mais vraiment la personne qui l'exerce. Et puis, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Margot, je trouve aussi très important de travailler sur les termes qu'on utilise lorsqu'on aborde la situation. Là, en tout cas en Suisse, il y a Caroline Dayer et Jennifer Dayer qui travaillent avec les corps enseignants pour sensibiliser. Donc, lorsqu'on va aborder les sujets des cyberviolences, du cyberharcèlement, c'est important de concrétiser et d'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept. Et surtout de s'approcher à la réalité des personnes pour que les discours soient accueillis et compris par les publics. Donc là, ce serait aussi un point, en tout cas, dont on se dit, OK, on va parler de cyberviolence, mais attention, ce n'est pas votre imaginaire ou cette image qui est projetée notamment sous les médias ou d'autres repères, aussi chez les familles. Donc, on va y aller vraiment dans le concret. Puis, si on parle des violences, ici au canton de Vaud, ils privilégient l'expression harcèlement, intimidation entre pairs, parce que ça permet aussi de concrétiser cette interaction, cette violence, intimidation entre jeunes, donc élèves. Merci. On voit déjà se dessiner la nécessité donc de quitter la normalité des explications trop simplistes, compétents, non compétents, des explications aussi parfois trop standardisées ou trop technicistes. Alors ma deuxième question porte sur l'articulation entre les dimensions donc techniques et les dimensions sociales. Quand on parle de cyberviolence, on peut opposer souvent les deux explications. Soit on accuse les plateformes et les outils, soit on renvoie tout au comportement individuel ou aux rapports sociaux préexistants. Est-ce que, à partir de vos travaux, en tout cas, comment est-ce qu'on peut penser ensemble les dispositifs techniques, les rapports de domination, les expériences vécues par les jeunes, sans réduire un niveau à l'autre? On continue dans le même ordre.
Oui, pour répondre à cette question, je vais peut-être commencer un petit point historique. Donc en fait, l'intérêt pour ces notions de harcèlement puis de violence plus générale, ça arrivait très tard en France, puisque c'était dans les années 2010 et que les premières recherches dans les années 70 avaient eu déjà lieu, donc depuis longtemps, dans les pays scandinaves. Mais quand cette question elle est arrivée de manière imbriquée, intrinsèquement, à la question du cyberharcèlement, des violences numériques. Et dès le début des années 2010, il y a une affaire qui a marqué les esprits. C'est la mort par suicide d'Amanda Todd, qui était une adolescente canadienne de 13 ans, qui, avant de mettre fin à ses jours, elle a raconté sur YouTube, de manière silencieuse, avec des panneaux, le calvaire que lui avait fait subir un prédateur hollandais qui lui avait demandé des photos de ses seins et qui ensuite lui avait fait du chantage à chaque fois, elle devait changer d'établissement, etc. Donc cet événement, il a durablement marqué les représentations et puis il a eu un effet de loupe pour focaliser en fait sur l'idée que le problème viendrait des jeunes filles qui partageraient des images avec des inconnus. Donc dans l'enquête qu'on a menée avec le centre Hubertine Auclair, on trouve d'ailleurs que les 2 premiers conseils adressés aux enfants sur leurs pratiques numériques, c'est 1, ne parle pas aux inconnus, et 2, fais attention aux images que tu partages. Or, dans cette même enquête, on trouve que parmi les violences déclarées, il y en a 14% dans l'espace numérique qui sont commises par des personnes dont les élèves n'arrivent pas à identifier l'identité. Donc voilà, on est sur quand même une minorité de cas. Donc je dirais que l'outil numérique, c'est aussi un coupable bien commode pour les pouvoirs publics. On va interdire les réseaux sociaux avant un certain âge, on va confiner des téléphones dans des pochettes à l'entrée des établissements avec le dispositif portable en pause. Et seulement le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre enquête, on a trouvé que 36% des violences avaient eu lieu dans l'espace numérique, mais que 56% des violences ont lieu dans l'enceinte scolaire. Ce qui veut dire que peut-être que ça peut enlever une certaine violence, mais surtout, ça n'enlève pas le problème des violences qui se passent dans les établissements. Les seules violences qui sont effectivement majoritaires dans l'espace numérique, ce sont les atteintes à l'image intime, à hauteur de 70%. Mais là encore, c'est étonnant. La divulgation d'images intimes, par exemple, ne se cantonne pas à l'espace numérique. C'est-à-dire que je peux très bien montrer une photo à quelqu'un sans mon téléphone, ou sans être connecté, ou de plein de manières différentes. Donc, éradiquer le numérique ne saurait, à mon sens, mettre fin aux violences. Pire, ce serait aussi priver les adolescents d'un espace où ils peuvent entretenir des relations, partager leurs doutes, partager leurs peurs, à l'égard, loin du regard qui peut être jugeant du groupe. Alors qu'on est à une époque où les jeunes ont beaucoup moins droit de sortir que les générations précédentes et de créer ces liens un peu en aparté. Et puis l'interdiction, ça ne signifie pas la fin des pratiques. C'est-à-dire que quand on interdit, les jeunes ils vont chercher à contourner l'interdiction et à faire ça de manière cachée. Et donc interdire, ce n'est pas éduquer, c'est aussi une manière, en renvoyant hors de l'école les problèmes de violence, pour les pouvoirs publics, de s'acquitter de la responsabilité de devoir encadrer les violences, de devoir accompagner les jeunes et donc de livrer les jeunes à eux-mêmes, puisqu'ils ne vont pas dire qu'ils ont des problèmes sur une pratique qui leur est interdite. Donc, pour moi, une partie de la lutte contre les violences doit nécessairement passer par l'éducation aux médias. La violence, elle est intrinsèquement, on l'a vu avec ce concept de réputation, liée à des pratiques de communication et à des pratiques de gestion de l'information. Donc, c'est vraiment des concepts qui sont au cœur de l'EMI. Donc, c'est non seulement des compétences qui vont être fondamentales pour avoir une adolescence sereine, mais aussi des compétences fondamentales pour plus tard, pour la vie professionnelle, puisque des problèmes de communication et de gestion de l'information, c'est pas propre au collège et au lycée.
Donc, il s'agirait, par exemple, d'apprendre à repérer aussi les effets que les effets propres des outils sur nos comportements, sur nos manières de communiquer, sur nos manières d'entrer en relation. Par exemple, de réfléchir sur Snapchat à l'effet du caractère éphémère des messages. Par exemple, ça va nous inciter à répondre dans l'urgence, ça va nous faire croire qu'on ne pourra jamais être tenu responsable de ce qu'on a dit. Et par exemple, sur la centralité de la photo dans cet outil, il faudrait réfléchir à qu'est-ce que ça dit. Est-ce que ça dit plus que le texte? Qu'est-ce que je révèle quand je prends des photos de moi dans mon contexte, avec ma famille, etc., puis que je le partage après? Donc il y a toute cette réflexion sur les médias qui, à mon avis, est vraiment importante et puis il ne faut pas la négliger. Alors, pour poursuivre, je pense qu'il s'agit d'un tout complexe. Les cyberviolences sont un symptôme parmi d'autres dans un monde de plus en plus violent, de plus en plus extrême et rapide. Et les rapports de domination sont ancrés, ils sont là, même si on essaye de déconstruire. Et encore faut-il arriver à les nommer. Et puis, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et puis, il ne suffit pas de les nommer pour les dépasser. Parfois, à l'extrême, ils sont inversés. Et c'est justement là-dessus que je voudrais m'attarder, sur cette question des risques de se concentrer sur les rapports de domination d'une certaine façon. Donc parfois, ils sont inversés dans des attaques et une recherche de domination inverse ou de disqualification. Il y a quelque chose qui est intériorisé dans ce fonctionnement un peu binaire par dominant-dominé. Et ces mouvements peuvent être soutenus et instrumentalisés par des mouvements parfois engagés pour l'égalité, par exemple, mais glissés dans des écueils comme la disqualification, voire encore plus du défaut d'altérité. Et c'est peut-être ça qui constitue un peu le défi pour penser ensemble à la fois les dispositifs techniques et les rapports de domination. C'est-à-dire que les dispositifs à eux seuls, je pense, ne peuvent pas grand-chose face à des choses qui sont très, très ancrées. Autour de la question de l'altérité, de l'autre, donc de l'intégration et de l'acceptation de l'autre dans sa différence et tout en maintenant la possibilité de s'identifier à lui en tant qu'être humain. Donc, je vais donner 2 petits exemples qui se décalent un tout petit peu, mais vous verrez comment ça revient, ça nous ramène au même sujet. Donc, un exemple d'une jeune adulte, une post-adolescente, justement, parce qu'après le lycée, il y a l'université et la vie professionnelle qui commence. Donc, une jeune femme transgenre, en questionnement identitaire profond, en transition, évoque sa souffrance dans un environnement universitaire stigmatisant et pourtant militant, engagé, particulièrement de la part de femmes homosexuelles plus âgées. Donc il y a cette différence de génération aussi qui marque, et pour des divergences aussi idéologiques. D'un autre côté, cette jeune femme se refuse elle-même des liens avec des personnes dites hétérosexuelles, cisgenres, pour qui elle ne pouvait être... qui pour elle, ne pouvait être que, entre guillemets, d'une grande connerie, d'un grand ennui, au vu de leur supposé confort identitaire et absence de questionnement. Donc, c'est une situation où elle se trouve finalement un peu isolée, une forme d'intériorisation de l'isolement, de la non-possibilité d'être en lien ni avec les uns ni avec les autres, et finalement une intériorisation des violences, de l'exclusion et du cloisonnement. Un autre exemple d'une jeune femme en début de vie professionnelle, engagée et dans une vie associative pour lutter contre les inégalités. C'est une jeune femme qui se met les bâtons dans les roues professionnellement parce qu'elle ne se trouve pas légitime dans son évolution professionnelle, n'étant pas d'une minorité visible, donc étant potentiellement du côté
des privilégiés, de ceux qui n'ont pas à se plaindre et donc qui devraient questionner la facilité peut-être à accéder à une évolution professionnelle. Donc elle pense qu'elle a moins de mérite et elle s'inflige à elle-même une forme de violence symbolique, concrète parfois, à se stopper dans ses élans. Ces exemples sont un peu à côté, mais je pense qu'on parle de la même chose, la question de l'altérité, et sont finalement des revers de médaille de situations plus classiques où justement des personnes plus de minorité, ou ayant plus d'éléments de vulnérabilité en tout cas, qui pourraient par exemple réussir, avancer dans la vie et qui vont recevoir des formes de remarques, d'intimidation qui remettraient en question leur place dans la société. Donc ici, ce sont des situations qu'on peut trouver tout au long de la vie. Ça commence tôt et puis ça se poursuit. Et ici, le numérique vient révéler, dupliquer et renforcer l'anonymat et banaliser la violence symbolique de ce type de réflexion, de ce type de phrase. Donc ça transforme, ça questionne l'authenticité, mais parfois aussi ça vient un peu pallier à un vide symbolique ou à une absence de réponse dans la société. Donc pour des jeunes qui ne trouvent pas leur place en tant que sujet singulier, parfois ce recours au collectif, au pseudo, que ce soit par l'image ou par le nom, ou par une étiquette collective, peut leur donner l'impression d'exister, d'appartenir, les protéger aussi des autres. Mais jusqu'où cette appartenance collective est nécessaire à l'adolescence peut soutenir cette construction identitaire. Donc il y a parfois aussi des risques là-dedans. On est, je pense, face à deux vitesses qui s'échappent l'une à l'autre. La grande vitesse du numérique, avec ses risques, et puis quand il y a intimidation ou harcèlement, ça va vraiment très très vite. Ça échappe même à ceux qui ont lancé les hostilités. Et puis, d'un autre côté, un temps qui est le temps de la maturation progressive, qui est un temps qui n'est pas... qui nécessite des arrêts, qui nécessite parfois des détours, et qui est un temps nécessaire pour la prise en compte, la prise en charge, qui est un temps de tâtonnement parfois nécessaire pour déconstruire, pour se confronter à la désillusion, se perdre un peu pour se trouver. Et ça, on a aussi parfois l'impression que ça n'est plus supportable de ne pas savoir, de ne pas de douter, d'hésiter, de se tromper. Et je pense encore notamment à cette idée de tout de suite qualifier de victime, tout de suite qualifier de vulnérable, ou tout de suite qualifier de à risque de passer à l'acte ou d'être violent, etc. Donc je dirais oui, peut-être la question de la temporalité reste un vrai défi, celle du numérique et puis celle de l'humain. Oui, effectivement, c'est poser ces questions des articulations entre la dimension technique et les dimensions sociales est très important parce qu'elle oblige justement à sortir de cette opposition assez réductrice entre d'un côté les plateformes et les dispositifs techniques et de l'autre les comportements individuels des jeunes dans le numérique. Et donc, je pense important de penser ces dimensions ensemble parce qu'elles se co-construisent. Déjà, d'abord, les dispositifs techniques ne sont jamais neutres. Ils structurent les conditions dans lesquelles les interactions ont lieu. Par exemple, il y a les plateformes qui vont définir ce qui est visible ou pas visible, ce qui peut être signalable ou pas, ou au contraire, ce qui reste un peu dans l'invisible. Et cela a effectivement des effets très concrets sur les expériences de cyberviolence. On voit par exemple que lorsque les systèmes de signalement sont peu visibles, peu réactifs ou peu adaptés aux réalités des personnes, cela peut produire une forme de déséquilibre
d'un côté, ça peut donner davantage ces marges de manœuvre au comportement agressif, et de l'autre côté, cela peut aussi décourager les victimes dans leur démarche de signalement, avec parfois un sentiment d'absence des prises en charge. Et de même, les contenus peuvent être aussi dissimulés, codés. Par exemple, on voit bien maintenant via les emojis ou d'autres formes de langage un peu détournés qui permettent de produire des contenus, propos haineux, violents, peu importe. Et donc, le fait de cacher ce type de contenu rend leur détection plus difficile aux plateformes. Donc, la technique ne crée pas les violences, mais elle en modifie les formes et parfois ses visibilités. Et donc, à l'inverse aussi, il serait tout aussi problématique et dangereux de renvoyer uniquement la responsabilité aux individus, donc notamment les jeunes. Donc cela participe souvent à une forme de responsabilisation et de ces victimes-là. Et donc au niveau dimension sociale, je souligne peut-être le fait que le numérique ne crée pas, bien évidemment, les violences en tant que telles, mais qui vont transformer leur forme, leurs conditions d'apparition et donc les effets aussi par conséquence. Effectivement, les rapports sociaux des nominations ne sont pas nés avec les numériques, s'inscrivent dans cette inégalité déjà existante dans la société, donc notamment les rapports de genre, et tous ces stéréotypes, les normes sociales qui préexistent aux plateformes. Et donc, les numériques fonctionnent donc à la fois comme un miroir et comme un amplificateur. Un miroir parce qu'il reflète ces violences, ces discriminations et des hiérarchies déjà présentes dans la société, mais aussi un amplificateur parce qu'il va modifier leur portée. Il peut augmenter la vitesse déjà de la diffusion, l'audience qui peut être exposée à ce type de propos-là, et aussi la permanence de contenu sur le net. Et donc, du côté aussi des intimidateurs, intimidatrices, de ce contenu-là, il y a aussi cette spécificité propre du numérique, donc le fait de pouvoir agir derrière un écran, parfois de manière anonyme, le fait de ne pas être aussi face à face avec la personne cible peut aussi réduire cette empathie ou cette conscience de ces faits, de ces actes auprès de la cible. Donc, on voit un peu tous ces enjeux-là qui, effectivement, j'ai rejoint dans l'importance de travailler au niveau de l'éducation numérique avec les jeunes, donc les élèves, pour les donner des outils pour savoir utiliser d'une manière sécurisée, responsable et éthique les numériques de manière générale, avoir cette analyse critique aussi des pratiques, de contenus auxquels ils sont exposés au mieux. Merci beaucoup. On comprend que le numérique, finalement, n'est ni un simple décor, ni une cause unique, mais finalement un espace où se recomposent les rapports sociaux déjà très puissants. À vous entendre, on comprend bien que la réponse ne peut pas se limiter à l'interdiction, à la surveillance ou à des injonctions générales à bien se comporter. Alors, je pose la question, que peut faire l'école concrètement pour agir sans moraliser, sans invisibiliser les inégalités et sans laisser les jeunes seuls face à leur expérience numérique? Est-ce qu'il faut davantage travailler sur les normes de genre, sur les paroles des élèves, sur l'analyse critique des dispositifs? Voilà, qu'en pensez-vous? Je dirais que pour faire tout ça, l'école elle a déjà un énorme problème, c'est qu'elle est aveugle à la plupart des violences qui s'y passent. Dans notre enquête, les personnes qui avaient été victimes de violences, il n'y en a que 25% qui en ont parlé à quelqu'un. Mais parmi ces 25%, donc on réduit vraiment de beaucoup,
il n'y en a que 13% qui en avaient parlé à un adulte de l'établissement. Donc les jeunes, ils sont largement seuls face aux infortunes qu'ils rencontrent dans les établissements et ils ont tendance à s'organiser entre eux. Alors parfois, ça peut être bien, mais très souvent, on se rend compte qu'être à la fois juge et partie, ça peut conduire à des dérives. Alors pourquoi ils ne parlent pas ? Donc là, ce que je vais dire va peut-être rejoindre un petit peu tes propos, Amira. Quand on vit dans un monde adultiste où les pratiques numériques, elles sont tout de suite, systématiquement critiquées par les adultes, voire sanctionnées, eh bien, on est dans un contexte où on a des jeunes qui s'attendent à être éprouvés pour appeler à l'aide. Et tout à l'heure, tu parlais des auteurs. Et les auteurs, en particulier, ils ont encore... Alors, les victimes, c'est difficile, entre guillemets, les cibles, on pourrait parler des cibles, c'est difficile pour elles de parler, mais les auteurs s'attendent d'autant plus à la réprobation, et je souscris complètement à ce que tu disais, c'est que les auteurs, pour commettre des violences, c'est qu'ils ne sont pas dans des situations où ils sont eux-mêmes bien. Il y a aussi tout un pan de la recherche qui a trouvé que les auteurs ont pu être des victimes par ailleurs, etc. Alors, pas tous, mais il y a aussi un travail à faire autour de ça. Et j'avais rencontré une personne qui avait monté un dispositif en Belgique sur voici les violences sexuelles plutôt pour les adultes. Et en fait, c'était un numéro de téléphone que les personnes qui pensaient vouloir commettre des violences sexuelles ou qui en avaient commis pouvaient appeler de manière anonyme pour avoir de l'aide. Et ça marchait. Enfin, je veux dire, dans le sens où il y avait des gens qui appelaient. Il y avait des personnes qui avaient besoin de discuter de ça. Et puis la parole, c'est pas uniquement le fait que les gens n'osent pas parler. Il faut voir aussi la situation globale de l'école. On a des enseignants qui croulent sous la pression des programmes. On a des mécanismes d'orientation qui sont de plus en plus compétitifs. Des classes qui sont parfois difficiles à gérer. Et donc, dans tout ça, quand est-ce que les élèves ont l'occasion de nouer une relation de confiance avec les adultes ? Est-ce qu'il y a des temps de discussion informels ? Est-ce qu'on peut se rapprocher pour... Pas beaucoup. Sur mon terrain de thèse, mon travail consiste à discuter avec les élèves, globalement. Certains me disaient, mais tu sais, parce que je leur demandais de me tutoyer, c'est la première fois que je parle de tous ces problèmes à une adulte. C'est-à-dire que c'était pas l'exception, hein. Donc on est sur un manque de temps, je te rejoins complètement, d'espace mental aussi, parce que on est dans une société de la charge mentale, maintenant on utilise beaucoup ce mot, et cette posture répressive, elle ferme le dialogue, elle ferme la rencontre entre humains, la rencontre de l'altérité, de la singularité. Et quand la parole est enfin libérée, il y a d'autres obstacles encore qui surgissent. Et donc là, moi j'ai rencontré des enseignants qui avaient peur de faire remonter des problèmes à la direction parce que la direction était pas de vague. J'ai aussi rencontré des enseignants qui ne savaient pas comment s'y prendre, qui ne connaissaient pas les numéros verts, qui ne connaissaient pas les protocoles, qui ne savaient pas qui était responsable. Et donc, à tous les niveaux, je dirais que le problème repose d'abord sur des logiques de communication et d'information. J'y reviens. Donc, les programmes eux-mêmes communiquent trop peu entre eux. Phare, pour la lutte contre le harcèlement, ne peut pas fonctionner tout seul. Les VARS et l'EMI sont des clés aussi pour prévenir les violences de genre qui circulent entre les espaces physiques et numériques. Donc l'école, elle gagnerait à décloisonner ce travail éducatif. Donc pour cela encore, il faut que les personnes qui font ce travail éducatif aient du temps pour discuter entre elles. Prenons par exemple la notion de consentement. Alors cette notion, elle est intéressante parce qu'elle est éminemment transverse. Le consentement, c'est apprendre à dire et surtout à entendre le refus. Le consentement, c'est une question très complexe parce qu'on peut la définir, c'est simple, mais après, pour reconnaître le consentement de quelqu'un, ça demande vraiment beaucoup d'attention. Et donc, cette notion de consentement, il faudrait l'enseigner le plus tôt possible parce que nous, en tout cas, ce qu'on trouve, c'est que les violences sexuelles,
elle commence très tôt. Il y en a déjà en 6e et peut-être aussi dans les recherches de Ségolène Bouchochiec, il y en a déjà en CM2. Donc, il faut déjà y réfléchir. Et cette notion de consentement, elle ne concerne pas seulement les violences sexuelles. Elle est aussi une notion qui pourrait être abordée en EMI. Par exemple, quand on aborde la question des données personnelles, il y a aussi cette notion de consentement. Et à mon avis, le fil, il n'est pas si difficile à tirer. Et on voit comment ça pourrait participer à désamorcer des risques d'atteinte à l'image intime, notamment en ligne. Donc voilà, mais voilà, connaître la notion de consentement ne suffit pas. Encore faudrait-il être en mesure de définir ses propres limites. C'est-à-dire quand est-ce que les jeunes apprennent leurs limites. Et là, une partie de la solution, elle peut être aussi dans la relation éducative elle-même. Parce que quelle conscience de ses limites peut avoir un enfant qu'on contraint depuis tout petit à embrasser les adultes, qu'on contraint à adopter le point de vue de l'adulte plutôt que le sien. Comment il fait ? Et à l'inverse, quelle conscience des limites des autres pourrait avoir un enfant à qui on permet tout, pour lequel on sacrifie ses propres limites ? Donc l'équilibre, pas simple du tout à trouver. Et la question, elle n'est pas d'imposer un style éducatif aux familles, ça serait vraiment compliqué de faire cette démarche. Mais l'école, à mon sens, c'est d'abord un espace d'apprentissage de la relation à l'autre. Donc c'est un lieu où les adultes devraient pouvoir aider les enfants à apprendre de leurs erreurs relationnelles, puisque apprendre signifie se tromper. Ça va ensemble, à mon sens. Donc un exemple qui m'a marqué sur mes terrains de thèse, vous avez tous entendu parler des groupes classe sur Snapchat, sur Instagram, sur WhatsApp, et des dérives qu'il peut y avoir. Donc une professeure principale avait reçu des plaintes d'élèves de 5e qui disaient recevoir des bruits sexuels sur le groupe classe, et elle n'en voulait pas. Et donc ça se passait sur Snapchat, cette enseignante détestait, n'avait même pas envie d'ouvrir l'application, mais elle n'a pas jugé les élèves, et elle s'est dit, tiens, je vais profiter de mon heure de vie de classe pour faire un atelier collaboratif pour essayer d'accompagner les élèves dans la définition d'une charte pour l'usage de ce groupe classe, avec où ils se mettraient d'accord sur les objectifs et les limites, ce qu'ils ne veulent pas entendre sur le groupe classe. Et donc ça lui évitait, elle, de devoir faire le gendarme en permanence sur le groupe classe, mais ça lui permettait de dire, il y a des règles, donc si ces règles sont transgressées, vous pouvez revenir me parler. Voilà. Alors, que peut l'école ? Je pense que c'est une question difficile, d'autant plus, comme tu l'as dit, la question du temps, de l'espace et puis de la mission, la tâche primaire de l'école peut faire que les professionnels de l'école peuvent aussi ne pas se sentir suffisamment outillés et accompagnés pour faire face à ces problématiques. Peut-être que c'est un peu naïf ou idéaliste de le dire comme ça, mais je pense que l'école devrait renforcer son rôle et sa place de lieu de vie. En plus d'être un lieu d'apprentissage et d'éducation, vraiment un lieu de vie et d'évolution, parce qu'il s'y passe quand même beaucoup de choses. Les jeunes sont en lien, se construisent au quotidien dans l'école, et ils construisent aussi leur lien avec les adultes. Donc lieu de vie, donc lieu de mouvement, d'ouverture et de possibles questionnements. Je dirais peut-être un mot sur la question du genre, qui pourrait être non pas travaillée du côté des normes à standardiser, à modifier, mais à mon sens plus comme un sujet complexe en mouvement aussi, ayant son histoire, se modifiant avec l'histoire, avec une trajectoire collective en évolution, dont chacun peut se saisir à sa façon, donc non pas comme un enjeu de domination qui dialectise un rapport de force, mais plutôt comme un bout d'identité intime qui est dynamique et en évolution et qui n'essentialise pas,
mais se vit dans le lien social, donc toujours en mouvement. En ce qui concerne les espaces numériques, je dirais que les jeunes, malgré tout, ont besoin d'un espace culturel à eux, c'est-à-dire à cet âge-là, leur monde, leur intimité, leur groupe entre pairs, doit peut-être rester un peu protégé, normé, protégé du monde des adultes, parce que c'est le monde adolescent auquel on ne va pas pouvoir appartenir. Donc, bien sûr, la question de la protection des normes, des réglementations en lien avec le cadre éducatif et juridique est importante. Mais la question de l'éducation numérique, elle se pose ici. Comment éduquer et accompagner sans intruser ? Parce que c'est aussi un âge où les adolescents construisent leur rapport à l'intimité, leur intimité propre. Il y a des choses qu'ils ne vont raconter à personne, seulement à eux-mêmes. Et ça, c'est important de les aider à préserver leur intimité personnelle. Quand on dit intimité, ce n'est pas uniquement l'intimité sexuelle, c'est aussi l'intimité de leurs pensées, de leurs émotions. Donc, pensez peut-être une éducation au numérique, mais réflexive, pas uniquement normative et soumise à la sanction. Une éducation aussi réciproque, parce que les jeunes maîtrisent parfois mieux le numérique que les adultes. Ils ont une longueur d'avance par rapport aux plus âgés. Et le travail peut se faire donc en collaboration, en confiance, en les questionnant aussi sur leurs usages et leurs techniques. Ça peut se faire dans des différents espaces, non pas en mélangeant les espaces, mais en essayant d'avoir quand même des ouvertures et des ponts entre les mondes. Et puis un autre point qui a déjà été mentionné plusieurs fois, c'est la question de la confiance. Comment interroger et travailler la confiance et l'acceptation de l'autre sans l'essentialiser. Pour revenir à la question du harcèlement et du cyberharcèlement, souvent ces violences signent un échec, un certain échec, une faille de lien entre les générations. Les études montrent que les jeunes n'ont pas confiance en l'adulte pour traiter ces situations-là. Car souvent, malgré les solutions apportées, de sanctions, de cadres, de traitement de situations, le harcèlement continue différemment dans d'autres espaces et les conséquences sont d'autant plus lourdes que les enfants ou les adolescents ne se sentent pas protégés. Donc pour eux, ça ne sert à rien. Et les dispositifs qui sont mis en place développent aussi de nombreux points aveugles. De nombreuses situations de violence et de souffrance peuvent rester longtemps cachées, voire jamais révélées. Et dans les situations de cyberviolence ou de violence effective, physique dans l'espace scolaire, parfois il y a une forme d'intelligence collective entre ceux qui sont témoins, ceux qui sont victimes et ceux qui sont auteurs pour maintenir une forme de secret pour que les adultes n'accèdent pas à cette vérité-là. Donc ça interroge vraiment le lien entre les générations. Et les observations de terrain, les observations aussi dans les milieux cliniques, les données de recherche nous montrent aussi que les adultes sont souvent inquiets, suspicieux, ils ont un peu peur. Et cette suspicion vis-à-vis des adolescents et vis-à-vis de leur propre démarche montre aussi qu'il y a une forme de climat anxiogène, partagé, qui est dupliqué aussi dans le numérique. Donc je reprendrai les mêmes mots autour de décloisonnement, comment décloisonner sans indifférencier les espaces, parce que quand bien même les violences seraient répertoriées, harcèlement, autres, basées sur le genre, basées sur des questions d'origine, etc., elles ont en commun ce défaut d'altérité, de lien à l'autre. Et donc, peut-être ne pas essentialiser la violence, ne pas la hiérarchiser. Il n'y a pas une violence plus grave qu'une autre. Ça, je pense que c'est le travail du juridique. Et donc, ça amènerait peut-être à ne pas essentialiser la victime et ne pas essentialiser l'auteur. Et donc, laisser une possibilité de rester en lien avec les uns et les autres. Et puis, un dernier point serait de pouvoir peut-être écouter
ces situations-là au-delà de nos propres grilles d'identification de la vulnérabilité et des signes visibles. Bien sûr, on a besoin de ces grilles, mais il y a des choses qui ne se dévoilent pas, des choses qu'on ne voit pas et qui nécessitent peut-être qu'on les prenne en compte différemment. Par exemple, la plupart des histoires de harcèlement ne sont abordées que plusieurs années après, parfois à l'âge adulte, quand les personnes sont en mesure de mettre en histoire ce qu'ils ont vécu. Donc ce qu'on voit, ce qu'on découvre dans l'espace scolaire, c'est très peu par rapport à ce qui se dévoile par la suite dans la vie adulte. Et puis un autre point de discussion serait autour de l'articulation filles-garçons. Alors, beaucoup d'études montrent que les filles sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale, plus vulnérables aux effets de harcèlement et de cyberviolence, notamment liés au genre. Et cela pose d'un autre côté la question pour les garçons, est-ce qu'ils sont moins vulnérables réellement dans une société qui les favoriserait par les simplicides de l'éducation, ou est-ce qu'ils sont moins visibles parce que les grilles que nous avons sont construites aussi à partir d'éléments empiriques. Donc, c'est une question qui nécessite, à mon avis, d'être posée, confrontée aux injonctions de tenir, aux représentations de la masculinité, de ne pas s'exprimer, de ne pas se plaindre, de ne pas montrer sa vulnérabilité. Est-ce que ça ne développe pas une autre forme de vulnérabilité qu'on verrait sous d'autres formes, y compris d'être par la suite auteur de violence ou d'être fragile au niveau de sa santé mentale avec des formes différentes. Or, la capacité à exprimer sa souffrance, à se plaindre, entre guillemets, à chercher de l'aide, est en soi une ressource et un facteur de protection. Donc, comment on peut finalement s'appuyer sur ces différentes formes de vulnérabilité visibles et pas visibles, ou de différence, pour pouvoir les optimiser de tous les côtés. Okay. Moi, j'ai rejoint tout à fait mes collègues qui sont déjà pas mentionné beaucoup de que peut faire l'école par rapport à ça. Je pense que de manière générale, un point essentiel, c'est de rappeler que l'école a déjà une responsabilité forte en matière de citoyenneté et donc aussi de citoyenneté numérique. Donc, former des jeunes capables de comprendre, d'analyser, d'agir dans ces environnements numériques de manière responsable. Et je dirais former, et pas que informer, mais aussi savoir les accompagner. Donc, pas se tenter d'envoyer, balancer des règles de comportement à faire, mais voilà, quoi faire après, une fois qu'on a abordé certains sujets avec les élèves. Et moi, je pourrais faire aussi les liens avec les cours enseignants, parce que des fois, dans les établissements, il y a des informations qui circulent, des protocoles, des réactions, des quoi faire lorsqu'on est confronté, ou on entend, on a des signes d'alerte d'un élève peut-être vulnérable, où on voit des signes un peu des violences. Donc on rentre dans cette banalisation des violences qui peut être observée lors des interactions avec les jeunes, donc taper un peu son pote, et puis après on va dire on fait pas ça, on tape pas, et puis non mais c'est comme ça, c'est mon pote, c'est comme ça qu'on se parle. C'est aussi de se poser la question jusqu'à où on va tolérer n'importe quel comportement violent. Et donc, je souligne aussi cette importance de travailler avec cette cohérence collective au niveau de l'établissement pour être vraiment dans la tolérance zéro face à n'importe quel propos ou acte de violence. Parce que plus on est fermé et puis plus on partage cette approche-là, on a moins de risques de laisser un peu cette responsabilité au regard un peu subjectif de chacun, chacune en tant qu'enseignant, enseignante, c'est-à-dire alors à quel moment je dois réagir. Et donc, pour moi aussi, je trouve important d'éviter un peu de ces discours adultocentrés lorsqu'on va aborder certains sujets, certaines pratiques des jeunes. Déjà, est-ce qu'on peut faire cette distinction entre la vie en ligne et la vie hors ligne, alors que pour les jeunes, il n'y a aucun sens de faire cette distinction-là. J'ai parlé tout à l'heure des pratiques à risque, mais voilà, la littérature scientifique qui montre que les jeunes
ne sont pas dans une logique d'inconscience face au numérique. Donc, avoir ces informations en amont, on ne peut pas construire tout un discours qui ne parle pas, qui n'est pas en lien avec la réalité des jeunes. Et donc, l'enjeu n'est pas de corriger un manque de connaissances, mais vraiment de comprendre ces logiques d'usage. Par exemple, aussi, on veut travailler avec les jeunes la question du partage de la vie intime, que c'était un sujet qui a été aussi abordé. Il faut comprendre aussi que leur rapport à l'intime n'est pas le même que celui des générations précédentes. Donc, cette dualité entre public-privé est beaucoup plus flou pour les jeunes. Et donc, les réseaux sociaux sont devenus aussi des espaces de socialisation à part entière et à tenir en compte cette culture numérique des jeunes et cette visibilité dans ces pratiques. Je dirais aussi, pour conclure, parce qu'il y a tout qui a été dit, mais vraiment développer son esprit critique, dans l'esprit critique des jeunes, aussi face aux contenus médiatiques et numériques, les contenus qu'ils consomment, et notamment aussi tous ces stéréotypes qui circulent, notamment aux stéréotypes de genre, mais ça peut être d'autres groupes minoritaires, qui sont souvent reproduits et renforcés en ligne. Donc, travailler sur les normes sociales et les normes de genre, pour moi, c'est aussi central parce que les pratiques numériques ne sont pas neutres. Elles sont traversées par des attentes différenciées selon les genres, par des stéréotypes et par des formes de jugement social qui va influencer fortement les comportements et par conséquence les effets de leurs pratiques. Donc, travailler sur les numériques, c'est aussi travailler sur les normes des genres et sur les inégalités qui déjà existent hors numérique. Merci beaucoup. Vos réponses, me semble-t-il, renvoient donc à un double enjeu, mieux comprendre, mieux écouter, mieux documenter, mais aussi mieux accompagner et donc plus largement ouvre la question à la formation des enseignants. Alors, on me dit qu'on a largement dépassé le temps, donc on va finir sur la dernière question de manière un peu plus rapide. J'aurais aimé vous entendre rapidement donc, sur l'avenir de la recherche, mais aussi de vos préoccupations. Après ce que vous avez étudié, ce que vous nous avez présenté, quels sont aujourd'hui, selon vous, les angles morts qui restent à explorer et vos perspectives de recherche? Très rapidement. C'est dur à dire rapidement. En fait, là, je rejoins Omara sur la question de il faut davantage étudier le contexte qui pousse les adolescents à agir comme ils agissent. Tout le monde a des bonnes raisons d'agir d'une certaine manière. Donc ça, je pense qu'on manque ce travail. Et d'un autre côté, je pense qu'on ne regarde pas assez les pratiques et les injonctions aussi à être sur le numérique du côté des adultes. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aborder très rapidement. Il y a cette logique de ping-pong de pourquoi les adolescents ont des téléphones, faudrait les interdire, etc. Mais on oublie qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les adolescents ont des téléphones qui ne dépendent pas forcément des adolescents. Ils ont des téléphones pour assurer leurs parents qui travaillent loin à des amplitudes horaires larges. Ils ont des téléphones pour regarder Pronote et les messages que leur envoient leurs profs, et sinon ils ne peuvent pas avoir leurs devoirs. Et ils ont le téléphone pour ce groupe classe, etc. Et puis, tous les outils numériques sont aussi la vitrine pour les établissements scolaires, de dire, voilà, on est dans la modernité, on a des tableaux connectés, on a des formations à l'IA, etc. Donc, une piste de recherche, c'est de faire dialoguer les recherches entre les différents âges de la vie. C'est-à-dire que la recherche ne se fait pas seule, et donc par le dialogue, je pense qu'on avance beaucoup. Et aussi de faire dialoguer les recherches qui portent sur les interactions entre individus et celles qui portent sur les institutions, qui poussent à une organisation sociale qui rend le numérique aujourd'hui, je le pense, indispensable. Alors pour répondre et conclure rapidement, je dirais qu'en termes de recherche, mais aussi de pratique, et le plus important, ce serait vraiment d'ouvrir la réflexion, de déconstruire
de renoncer à certaines habitudes un peu qui serait d'essayer de trouver le problème pour pouvoir le résoudre. Et donc essayer de déconstruire en se décalant de la nécessité de dispositifs tout prêts qui seraient à valider, quelque chose de vertical avec tous les risques qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Donc se décaler de l'exigence ou de la nécessité ou de l'illusion de la standardisation qui peut donner des résultats effectivement descriptifs, intéressants, mais qui ne traitent pas la question en profondeur. Donc peut-être des recherches plus longitudinales, plus approfondies, plus qualitatives sur les parcours et à partir des vécus et des expériences des jeunes, mais aussi des professionnels qui sont témoins, qui peuvent aussi souffrir beaucoup de ces situations. Toujours dans les démarches aussi d'interrogation, de déconstruction dans la recherche et dans la pratique, se décaler peut-être des visions basées sur le dysfonctionnement pour pouvoir aborder les choses de façon un peu plus systémique, peut-être par les approches communautaires, participatives, où les protagonistes, donc les jeunes eux-mêmes, peuvent apporter leur point de vue dans les dispositifs. Et puis peut-être quelques pistes, je dirais, c'est pas des pistes de recherche, mais je dirais peut-être des garde-fous quand on pense les recherches. La question de l'étiquetage, résister à cette facilité-là de l'étiquetage et de la rapidité et de l'efficacité, y compris pour nous-mêmes chercheurs, ce qui permettrait de réhumaniser aussi les situations dans nos travaux. Et que les situations soient numériques ou pas, je pense que ça nécessite d'être humanisé, peut-être utilisé ou se saisir différemment du numérique comme médiation et non comme relais ou comme problème. De façon plus générale, prendre soin de l'école pour qu'elle puisse elle-même prendre soin des enfants, des adolescents et des adultes qui y travaillent. Et puis, je finirai par la question de la culture, peut-être passer par la culture du numérique et puis la vie culturelle de manière générale des adolescents, s'y intéresser pour pouvoir finalement les aider à ouvrir leur monde, notamment par l'éducation à la mondialité, je cite ici Daniel Derivoire, ou l'éducation à l'incertitude, Daniel Favre, et non uniquement à la diversité en tant que telle, mais vraiment la complexité de l'humain et de la société. C'est ce qui permettrait de développer la créativité, l'esprit critique, le positionnement vis-à-vis des autres, et puis dans le lien interhumain qui se construit, qui peut passer par des étapes et des états différents et qui n'est pas statique. Et donc tout ça, je pense, ne peut être réalisé que vraiment sur le terrain et je pense dès la formation initiale des enseignants, dès le début. Alors moi, je vais conclure avec peut-être 2 propositions qui, pour faire surtout les liens avec ce qui a déjà été dit au début de la matinée. En termes de préoccupations éducatives, je mentionnerai la question de l'intelligence artificielle. Un dernier rapport d'enquête en Suisse, James 2024, il a été constaté que les jeunes ils utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour s'informer. Donc je pense que c'est quand même... Il n'y a pas que les jeunes qui font ça. Hein. Déjà, il y a tout l'enjeu en Google, que la première, lorsqu'on va poser une question, la première réponse, c'est déjà une production des l'IA. Et déjà, je préviens savoir si, déjà, du côté des adultes, ils savent que ces informations, ce n'est pas des vraies informations, donc construit par l'IA. Donc, je pense que là, il y a une préoccupation éducative à les rendre attentifs et sensibles au contenu auquel ils sont exposés pour trouver la véracité, la vérité des propos. Et aussi, au niveau cette reproduction de ces stéréotypes, je ne sais pas si vous connaissez cette fausse télé-réalité qui récemment est apparue sur TikTok, et Skibidi Tentafruit, qui c'est une reproduction de cette
télé-réalité de l'île de Tentation. Bon, maintenant, c'est tout construit à travers des fruits, avec des propos hyper violents, une sexualisation de la femme, mais horrible. Et puis, il y a environ 160 millions de vues, entre autres, voilà, beaucoup de jeunes qui sont exposés à ça. Donc, voilà, tout l'enjeu qu'il y a là-dessus, dans cette éducation stéréotypée. Et puis du côté, je dirais, du corps enseignant, j'étais assez interpellée par des résultats que Sigolène a mentionnés au tout début, donc comme quoi les adultes des établissements scolaires contribuent aussi à ces reproductions de ces stéréotypes de genre. C'est très intéressant. Nous, à la HPVO, on forme les futurs enseignants-enseignantes à la question de ces stéréotypes de genre, de race ou autres, pour travailler avec les élèves. Mais en amont, il faut aussi savoir prendre conscience que nous, toutes et tous, on a déjà de ces stéréotypes. Malheureusement, voilà, ça fait partie de notre réalité. On est né dans une société chercher des stéréotypes. Donc, déjà prendre conscience de qu'on en a là pour pouvoir travailler là-dessus, les déconstruire et éviter dans notre propos, lorsqu'on est en interaction avec les jeunes, de les reproduire. Donc, je dirais un peu ces deux aspects-là comme piste pour la suite. Merci beaucoup à toutes les trois pour la richesse de vos échanges. Au fil de cette émission, nous avons entendu que les cyberviolences ne peuvent pas être pensées comme de simples incidents liés aux écrans. Elles s'inscrivent dans des rapports sociaux, des normes de genre, des positions inégales, des expériences d'adolescents situés, mais aussi des environnements numériques qui peuvent amplifier, accélérer ou banaliser certaines formes de violence. Nous avons aussi entendu que les réponses ne peuvent pas se limiter à l'interdiction ou à la moralisation. Elles supposent donc de mieux comprendre, de mieux écouter, de mieux former, de penser ensemble des dimensions éducatives, sociales, relationnelles et citoyennes de ces phénomènes. Alors merci à nos invités, Amira Carré-Desrivois, Margot Déage, Omara Sansegudo Moreno, merci beaucoup. Merci également à tous ceux et celles qui nous ont suivis et à très bientôt pour un nouveau temps d'échange sur nos différents plateaux de l'équipe ICT. Faire entendre sa voix. ICT, la web radio empirique.